Alors Proximis, c'était une société que j'ai créée en 2009. À l'époque, j'étais moi-même déjà entrepreneur. J'avais une société dans la génération de leads dans le B2B. Et finalement, j'étais en train d'acheter en ligne comme pas mal de monde à cet âge-là. J'avais 30 ans, un peu d'argent, et je me rendais compte que lorsque j'essayais d'acheter en magasin en passant d'abord sur Internet, c'était très compliqué. Lorsque je préparais un achat en magasin et que je passais par le site web de la marque, la meilleure place qu'on réservait au magasin, c'était souvent un petit lien qui disait nos magasins, nos adresses, et on cliquait dessus et évidemment on trouvait rien d'autre qu'une adresse. Parfois, si on avait de la chance, on avait des horaires d'ouverture. Et à cette époque-là, j'étais persuadé que ça pouvait pas être une fin en soi, que j'étais pas le seul à avoir ce comportement-là, et j'ai commencé à parcourir le bottin. Et j'ai appelé les marques et les enseignes pour leur demander ce qu'ils faisaient des 99% des gens qui n'achetaient pas en ligne, qui étaient potentiellement des clients magasins. La réponse, c'était « on fait rien ». Voilà comment est née l'idée de Proximis. Proximis, au début, donc quand on l'a créé, le constat était simple, c'était 1% des gens qui vont sur le site internet achètent, 99% n'achètent pas. Donc c'était de convertir les 99% restants en acheteurs magasins. Donc l'idée de départ, c'était un logiciel de web to store, amener le client du web au store, qu'on vendait à des marques et des enseignes qui avaient construit un e-commerce totalement concurrent du magasin et qui ne considéraient pas les deux ensemble. On a créé des passerelles entre les deux mondes pour convertir un internaute en acheteur magasin. On a fait ça pendant quelques années, hein, on a fait des pionniers là-dedans, donc on était évidemment en avance, on a eu beaucoup de clients. D'abord on a fait du spécifique, puis on a standardisé le logiciel. Au même moment on a finalement réussi à lever des fonds parce que le projet était relativement soutenu par ses clients et en une forte traction. Et à ce moment-là on s'est dit on peut pas rester uniquement dans le web to store. Le web to store ce n'est pas un métier, c'est un passage, une transition. Les marques commencent à prendre conscience que le web et les magasins vont devoir marcher ensemble. Et on a pensé les étapes suivantes dès 2012, dès 2013, pour amener l'entreprise vers notre métier d'aujourd'hui, qui est la création d'une plateforme de commerce pour le retail. C'était, à l'époque, j'étais dans une société qui faisait donc du service, et ce n'était pas scalable. Difficilement, ça reposait beaucoup sur l'humain. Et j'étais quand même très sensible à la technologie, puisque je venais d'un monde informatique quelques années avant, où j'étais vraiment dans l'édition de logiciels, et je voyais bien que pour le même effort d'entrepreneur, on arrivait à un résultat très différent lorsqu'on était dans le monde du logiciel, que si on était vraiment dans le monde pur du service. Et donc là, je me suis dit qu'il faut monter quelque chose qui soit scalable, et sur lequel demain puisse reposer toute une entreprise, un réseau de clients plus solide que ce que le service nous apporte. En fait, en 2013, la première levée de fonds, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était donc un acteur innovant du web to store, et on commençait à avoir des concurrents qui arrivaient sur ce marché, qui étaient des gens qui avaient levé de l'argent bien plus tôt que nous. Donc ils étaient arrivés plus tard, parce qu'en fait, pendant quelques temps, ils s'étaient trompés de voie, et comme ils avaient beaucoup d'argent, ils ne sont pas trop inquiétés. Et un jour, ils se sont dit non, il faut faire comme Proximis, et ils sont arrivés sur notre marché. Et à ce moment-là, nous, on avait déjà une totale autre vision du marché. On ne pensait pas que le web to store, c'était un métier. On pensait qu'il fallait aller vers l'omnicanal, qu'il fallait aller vers le commerce. Et on avait regardé en 2013 comment on pouvait y aller. Et à ce moment-là, on s'est dit il faut qu'on rachète une plateforme de commerce qui peut nous permettre très rapidement de passer la 4e. Parce qu'évidemment, une plateforme de commerce, c'est quelque chose qui est très lourd, très coûteux à développer, et pour lequel il faut beaucoup d'écueils, beaucoup d'expérience, parce que c'est une plateforme qui soit capable de vendre en ligne, donc faire de l'e-commerce pour des enseignes qui font 25-30 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne, et être capable d'équiper des vendeurs. Donc être capable de proposer une expérience unifiée. Évidemment, Proximis, en 2013, n'avait pas l'actif technologique pour le faire, ni les équipes. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette levée de fonds a permis d'embarquer avec nous, un an plus tard, une société qu'on a rachetée, et qui avait cet actif technologique, et à qui manquait toute la dimension vision et commerciale et marketing. La deuxième levée de fonds, en 2016, a permis finalement de fortifier nos positions, acheter une plateforme de commerce, c'est de l'un, après il faut encore savoir la vendre, il
faut savoir l'adresser, le marketing ça coûte cher, la notoriété ça coûte cher, donc on a investi réellement pour appuyer sur le champignon de ce côté-là. On a levé des fonds beaucoup plus tard que nos concurrents. Ça veut dire que pendant 3 ans, 4 ans, on était en autofinancement. Ça veut dire que pendant 4 ans, on ne pouvait pas se mentir, et là où on changeait de braquet en 2 semaines, nos concurrents qui avaient levé des fonds étaient dans l'erreur et pouvaient y rester pendant 2 ans. Donc ça, c'était déterminant. C'est-à-dire être capable, en 2 semaines, 1 mois, de se dire on est dans le faux, on change, et on change carrément de philosophie, on change carrément de business model, on change carrément de cible, et on change finalement de métier. Et ça a été vraiment salutaire, puisque ça nous a permis de gagner notre vie assez rapidement et de tomber très directement sur quelque chose qui à ce moment-là était naissant, qui était le Web2Store à l'échelle B2B. Nos concurrents à ce moment-là avaient aussi cerné le Web2Store, mais côté B2C. Et nous, on n'y croyait pas. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de rentrer du cash, et qu'on avait largement trouvé sur le marché. Donc on a eu 2 ans d'avance, c'était la première chose. Deuxième, c'est que en France, démarrer, même avec du Web2Store, même avec une bonne idée, c'est très compliqué parce que nos interlocuteurs sont des gens qui n'aiment pas prendre de risques, souvent, et qui voient arriver une start-up qui a un capital social de 26 000 €, une SARL à l'époque, et qui se disent, tiens, ils ont plein de bonnes idées, mais est-ce que je vais prendre le risque de les rentrer dans l'entreprise, avec en plus une partie du business, du commerce en ligne qui repose sur eux, puisqu'on était une société qui faisions de la e-réservation, du click and collect, donc une partie du business qui repose sur nous. La réalité, c'est que c'est pas si simple que ça, donc il a fallu être plutôt déterminé, très bon commercial, et travailler beaucoup. Donc les premières années ont été des années où on n'a pas compté nos heures, on n'a pas compté nos déplacements, on n'a pas compté nos investissements, et finalement on a eu très rapidement, heureusement, des clients visionnaires, des early adopters qui nous ont fait confiance. Je pense notamment à Intersport, qui était un de nos premiers clients, et qui est toujours client aujourd'hui, et que je remercie d'ailleurs au passage, et des clients comme Feu Vert, à un moment donné, qui nous ont fait confiance aussi au début de l'aventure, et avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler. La troisième chose qui était vraiment déterminante, et je pense qui vraiment fait que le projet a pris du sens, et que le projet est un projet solide et pérenne, c'est qu'on a eu le flair, je pense, et la chance de pouvoir nous rapprocher d'une société dont on a racheté l'actif technologique en 2014, qui est une société qui s'appelait RBS, une société d'Alsacienne. J'ai été passé par RBS, ça c'est vraiment le hasard des choses, j'y étais resté qu'1 an, mais RBS avait un actif technologique, un vrai joyau, qu'elle n'arrivait pas à lancer sur le marché, en tout cas qu'elle ne laissait pas éclore.